Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Simon-Nicolas Grandmaître et j'ai le plaisir d'être votre animateur pour ce dernier épisode de la saison régulière de Riposte. Et oui, parce que après cet épisode, nous allons en demi-finale et en finale par la suite. Donc, aujourd'hui, nous avons un sujet qui va toucher la politique. Qu'il soit résolu d'interdire aux partis politiques de briser leurs promesses électorales. Un sujet qui, à mon avis, va tous nous toucher parce qu'on a tellement entendu les politiciens faire des promesses, même qu'il y a une expression qui dit « Ah ouais, c'est comme une promesse de politicien », ce qui veut dire que ça ne se réalisera pas. Donc, avant de se rendre aux demi-finales, il nous reste cet épisode de qualification aujourd'hui et nous avons la chance d'avoir un Ironman. Qu'est-ce que c'est un Ironman? C'est que nous avons manqué un débatteur, c'est désisté à la dernière minute et le président du club a accepté de se prêter au jeu. Ce qui veut dire que ce n'est pas une passe gratuite pour l'opposition en demi-finale, mais c'est plutôt un référendum. Un référendum pour savoir si elles vont se rendre en demi-finale. Donc, elles doivent nous donner une bonne opposition aujourd'hui. Donc, on parle souvent des promesses de politiciens. On dit qu'elles ne sont pas respectées. Ça atteint à la crédibilité. On dit aussi que ça crée ce cynisme chez les citoyens, ce non-respect des promesses électorales. C'est un aspect. De l'autre côté, est-ce qu'il faudrait donner une marge de manœuvre aux politiciens? Souvent, lorsqu'ils font des promesses en campagne électorale, ils n'ont pas nécessairement toutes les informations budgétaires disponibles. Et une fois arrivés au gouvernement, souvent réalisent qu'il y a un trou dans le budget, il y a un déficit et on va devoir couper dans certaines de nos promesses. Tandis que des fois, il y a dans ce cas-ci des facteurs atténuants. D'autres fois, il n'y a pas ces facteurs atténuants-là, comme on pourrait penser à la réforme électorale, où finalement le premier ministre décide « Ah, ça ne fait pas mon affaire, on change ». On abandonne cette promesse-là. C'est une chose. Mais il y a l'autre côté aussi, est-ce qu'on devrait limiter la marge de manœuvre des politiciens? Parce que le fait de ne pas pouvoir briser ces promesses fait en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement cette liberté de s'adapter aux événements changeants. Tous des enjeux, tous des débats qui devraient être soulevés par nos débatteurs. Bref, il y a plusieurs aspects à ce débat. Et c'est pourquoi je vous invite, sans plus tarder, à vous présenter les débatteurs. Donc, comme j'ai mentionné, le président du club, Mathieu Tovar-Poitras, qui fait un double bac en droit et en développement et mondialisation ici à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Mathieu est notre Ironman. Il effectuera donc le poste de premier ministre et son poste de membre du gouvernement. Pour s'opposer à cette motion, nous avons la chance d'avoir Nadia Paté-Boubacar, qui, elle, étudie en comptabilité ici à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Nadia. Bonjour. Et pour appuyer Nadia comme membre de l'opposition, nous avons la chance d'avoir Roukaya Danin, qui, elle, étudie en sciences politiques et féminisme ici à l'Université d'Ottawa. Bonjour, Roukaya. Bonjour. Je tiens également à préciser que c'est le premier débat de ces deux demoiselles ici présentes. Donc, on va être indulgent avec elles, mais ce n'est pas une raison pour ne pas leur faire la vie dure. Ensuite, pour nous épauler et nous guider tout au long du débat, nous avons la chance d'avoir notre juge maison, notre juge en chef, Kadi Konaté. Bonjour, Kadi. Bonjour, Simon Nicolas. Et pour appuyer Kadi, pour nous aider à naviguer à travers l'argumentaire de nos débatteurs, nous avons la chance d'avoir avec nous Benjamin Vachet, qui est journaliste parlementaire pour ONFR du groupe média TFO. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Simon Nicolas. Donc, avant d'entreprendre le débat, je tiens à rappeler que les positions des débatteurs ici présents ne sont pas nécessairement leur opinion et que la motion leur est imposée, que ceci est pour but d'engager le débat. On ne peut donc pas leur en tenir rigueur. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. le Premier ministre pour un discours de 6 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais remercier les chers membres du jury, les membres du public qui sont déplacés, que vous le vouliez ou non, vous êtes ici, donc profitez-en. Et aussi mes chers collègues de l'opposition. Donc, comme l'a mentionné le président de la Chambre, la motion se lit comme suit. Qu'il soit résolu d'interdire aux partis politiques de briser leurs promesses électorales. Donc, juste pour centrer un peu le débat, mettre un peu de contexte, je vous rappelle qu'on est au Canada, et quand on parle de promesses électorales, c'est dans des campagnes électorales générales, donc fédérales, provinciales, mais aussi municipales. C'est important de le préciser pour pas qu'on s'égare trop. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter les arguments que moi et mes collègues du gouvernement on a préparés. Donc, tout d'abord, il y a l'argument du mirage de la démocratie, le pouvoir de responsabilité de nos élus et une mise en œuvre brouillon. Donc, je vais commencer par le premier, soit le mirage de la démocratie. En gros, c'est quoi la démocratie? C'est qu'il y a le pouvoir délégué du peuple envers des élus qu'ils vont choisir via des élections. On s'entend là-dessus.
Maintenant, comment est-ce que ces élections fonctionnent? Eh bien, ces élus présentent des plateformes en faisant des promesses pour gagner des votes. Par contre, que se passe-t-il quand les arguments que les politiciens utilisent pour inciter la population à voter pour eux sont en fait faux, car le politicien n'a pas réellement l'envie de les appliquer? Qu'est-ce qui arrive si vous votez pour quelqu'un parce qu'il vous dit qu'il va vous aider à augmenter votre salaire et en fait, il ne fait rien? Si vous l'auriez su, est-ce que vous auriez vraiment voté pour lui? Pour mettre ça un peu plus en contexte pour le public, imaginez que votre professeur de philosophie, Madame Souffrante, vous fait sur l'examen est quoi en juin? Imaginez, elle avance son examen jusqu'en avril. Mais qu'en échange, elle vous dit que l'examen sera plus court, il y aura beaucoup moins de théorie et ça va être beaucoup plus rapide. Chanson que vous allez dire oui, non? Sauf que quand vous arrivez à l'examen est 2 fois plus dur et il y a 3 fois plus de théorie. Vous le faites quand même, mais si vous l'auriez su à l'avance, est-ce que vous auriez accepté d'avancer la date de l'examen? Je ne pense pas. De toute façon, ça, vous pourriez en parler avec elle et on verra par la suite. Ceci fait en sorte qu'on vicie le vote de l'électorat, car on leur fait des fausses promesses qu'on ne compte pas réellement mettre en œuvre, un peu comme Madame Souffrante, dans le contexte de son examen. Maintenant, pour le second argument, soit celui de le pouvoir de responsabiliser nos élus. Quand on veut participer à la démocratie, on veut que le public participe activement. On veut que les gens sortent et aillent voter, un peu comme en ce moment à l'université où il y a des élections. Les élus ont donc le pouvoir, dû à la délégation du pouvoir du peuple. Et qu'est-ce qui arrive si nos politiciens perdent la présomption qu'ils doivent représenter le peuple? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on s'entend que quand un politicien est élu, il est présumé le faire pour l'intérêt du pays, l'intérêt des gens qui ont voté pour lui. Mais qu'est-ce qui arrive si les gens n'ont plus cette présomption envers leurs élus? Qu'est-ce qui arrive s'ils perdent confiance en leurs élus en se disant, même si on les lit, il ne va pas le faire? Est-ce que les gens vont vraiment les voter ou non? De cette façon, en interdisant de briser des promesses électorales, on s'engage à faire en sorte que les élus soient responsabilités si jamais ils ne les respectent pas. Et par conséquent, l'électorat va se sentir à part entière dans le processus démocratique du Canada. Un exemple de ça, ce serait que les élus vont gagner une réputation de personnes qui ne se présentent pas au débat, qui ne vont pas activement participer au discours et au débat démocratique, et ce qui fait en sorte que ça va nuire à l'élu en question, mais aussi à tout le système. Comme l'a dit le président au début, il y a une expression qu'on dit « faire des promesses de politiciens », d'autres vont dire « les politiciens, c'est tous des menteurs ». Donc, c'est l'image qu'on a de la politique parce qu'il y a des gens qui ne remplissent pas leurs promesses. Donc, avec cette motion, le gouvernement s'assure que le public se rend compte qu'il participe à la vie politique et que les élus qu'il choisit volontairement fassent ce dont on s'attend d'eux. Maintenant, pour ce qui est de mon troisième argument, donc une mise en œuvre brouillon. Ce que je veux dire par là, c'est dans la mise en application concrète des promesses des politiciens. Donc, quand on fait des promesses électorales, c'est sous prise. On insinue qu'on va les faire, right? On dit qu'on va monter les salaires, donc les gens s'attendent à ce qu'il y aura une faible augmentation. On s'entend que ce ne sera pas une énorme, sinon personne ne serait ici. Mais si on brise cette promesse, il y a des risques de pression. Les gens vont être fâchés, ils vont envoyer des courriels, ils vont envoyer des messages, ils vont faire des manifestations au pire. Puis ensuite, le gouvernement ou la partie au pouvoir va se voir forcé de mettre en œuvre cette promesse, même s'il n'a pas envie de le faire. S'il fait, et sûrement vous pouvez en témoigner aussi, si vous avez fait une promesse à quelqu'un et qu'ensuite vous ne voulez plus la remplir, vous êtes forcé de le faire, mais vous n'allez pas mettre tous les efforts pour qu'elle soit de qualité. Vous n'allez pas mettre tous les efforts pour qu'elle représente réellement la vision qu'on avait mise dans cette promesse initialement. Et plus important que ça, vous allez juste faire une version brouillon de cette promesse. Vous allez la bâcler complètement parce que vous n'avez pas envie de la faire. Vous n'avez pas mis l'argent que vous voulez mettre là-dedans parce que vous l'investissez ailleurs. Ce qui fait en sorte que, en fin de compte, si on continue d'autoriser, de briser des promesses électorales à chaque cycle d'élection, on va finir en gaspillant beaucoup plus d'argent. On va finir avec des projets qui ne sont pas d'envergure parce qu'ils manquent de vision à long terme, parce que les gens qui les créent ne veulent pas les appliquer réellement. Et l'opposition pourra vous dire ce qu'ils veulent. Par contre, ils sont l'opposition pour une raison, et nous, on est le gouvernement. C'est-à-dire que déjà là, on a eu la confiance du peuple. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour ce discours d'introduction.
Donc, on nous a parlé de 3 grands arguments, le mirage de la démocratie, la responsabilité des élus et la mise en œuvre brouillon. Maintenant, nous allons passer aux membres de l'opposition pour un discours de 6 minutes pour s'opposer et offrir la première riposte. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Merci. Tout d'abord, j'aimerais saluer le grand public majoritaire ici de s'être présenté et d'avoir manifesté un intérêt pour la politique. J'aimerais aussi me remercier les membres du jury et le membre du gouvernement et d'ailleurs ma collègue de l'opposition. Tout d'abord, j'aimerais commencer par vous dire que je vais vous poser une question en fait. Avez-vous toujours tenu vos promesses? Est-ce que vous, membres du jury, avez toujours tenu vos promesses? Alors, comment, en tant que, disons, citoyens, pouvons-nous tenir nos dirigeants, tandis qu'ils ont littéralement la main, les responsabilités du pays entre les mains? Donc, comment est-ce qu'on peut les tenir responsables alors que nous, en tant que citoyens, on ne peut pas forcément au quotidien tenir nos propres promesses et nos propres intérêts? Et donc, j'aimerais aussi amener vers la subjectivité des lois. Qu'est-ce qu'une loi? Comment est-ce qu'on l'interprète? Comment est-ce que le dirigeant l'interprète lui-même lorsqu'il a fait? Donc, il y a beaucoup de place, justement, à l'interprétation, à la subjectivité. Alors, comment est-ce qu'on peut, justement, tenir l'électorat comme responsable de, justement, tenir le dirigeant responsable, alors que lui-même, l'électorat, aurait pu interpréter la loi comme par rapport à sa situation à lui, par rapport à ses croyances. Donc, il y a beaucoup de place aux interprétations et aux croyances lorsqu'il vient des promesses. Et puis aussi, j'aimerais d'ailleurs revirer le discours vers une vie qui est couramment changeante. Donc, une citation qu'on connaît tous, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». D'ailleurs, alors, comment est-ce qu'on peut tenir nos dirigeants responsables alors qu'on vit dans un monde qui est constamment en changement? Par exemple, la mondialisation, le marché économique, il y a toujours des aspects qui vont venir chambouler notre quotidien. Alors, comment est-ce qu'on peut tenir un dirigeant responsable d'avoir fait une promesse en 2015 alors qu'aujourd'hui, en 2018, c'est plus pareil la même chose? C'est plus les mêmes enjeux, je dirais, et même l'électorat en soi. Par exemple, les personnes qui ont voté, peut-être qu'en 2015 ou peu importe l'année, ils ont voté pour des promesses, ils ont voté pour des changements, ils ont voté pour plein d'autres promesses, mais qu'aujourd'hui, en fait, ils se remettent en question, ils disent, en fait, je me retrouve plus justement dans ces croyances-là. Donc, j'aimerais que justement le dirigeant, lui, prenne ses responsabilités en main et se remette en question. Se dise, OK, les promesses que j'ai faites dans ce temps-là, elles ne sont plus applicables aujourd'hui. Donc, donner la confiance aux dirigeants qui, eux, ils vont prendre les responsabilités entre les mains. Et aussi, les enjeux politiques. On vit, comme j'ai dit, dans un monde d'une grande mondialisation. Donc, avec d'autres pays qui interfèrent dans notre marché, on ne peut pas forcément dire que les promesses du Canada aujourd'hui sont encore celles qui ont été et qui seront. Donc, se remettre en question, je vous dirais. Puis, en même temps, j'aimerais aussi réfuter ce que le gouvernement a dit. Tout d'abord, il a parlé aussi des élus en faisant une fausse analogie comme quoi le dirigeant serait un professeur de philosophie. J'aimerais m'excuser. Non, les dirigeants ne sont pas des profs de philosophie et les enjeux politiques ne sont pas que de simples examens. Je veux dire, les dirigeants ont le pays en main, ont des enjeux politiques, économiques, sociaux à prendre en main. Donc, leur tenir responsable, justement, comme on tiendrait un professeur responsable, c'est vraiment vulgariser les fonctions d'un dirigeant politique. Et puis, vous avez aussi parlé de la responsabilité des élus, prendre les intérêts qui jugent et qui protègent. Mais en fait, les intérêts, comme j'ai dit, de l'électorat est constamment en changement, est constamment en train de se remettre en question. Donc, briser les promesses électorales serait d'une certaine manière, de se remettre en question. Puis, moi, personnellement, et je juge que plusieurs personnes seraient d'accord avec moi, que on veut, lorsqu'on met notre confiance dans les mains d'un politicien, on veut qu'il puisse justement se remettre en question et briser
certaines promesses électorales s'ils jugent que c'est pour l'intérêt et le bien-être de la population. Puis, lorsqu'on vote, on manifeste justement la prise de décision, la prise de choix. Et puis, après, on relève justement, en fait, on offre nos intérêts puis notre confiance à un politicien ou une politicienne, un dirigeant ou une dirigeante qui va justement prendre ces responsabilités-là en main et se remettre constamment en question. Puis aussi, le membre du gouvernement avait dit aussi que les promesses vont... Puis, donc, c'est ça. En fait, il a dit que les promesses, ça serait comme un examen. Bon, je dirais que les enjeux politiques, c'est en quelque sorte quelque chose qui est carrément changeant. Puis même la population, elle est actuellement changeante. On a plusieurs diversités au sein de notre communauté. On a des enjeux féministes, on a des enjeux de l'immigration, on a des enjeux sociaux, économiques qui demandent justement aux dirigeants qui ont fait des promesses en 2015 de se remettre à question. On a des enjeux féministes qui sont actuellement à la montée, avec la médiatisation aussi, qui pousse les dirigeants à se remettre en question continuellement. Merci beaucoup, Madame la membre de l'opposition. Votre temps est malheureusement déjà écoulé. Donc, nous venons d'entendre les deux premières interventions, le premier ministre ainsi que la membre de l'opposition. Nous allons prendre une courte pause et au retour, nous avons l'analyse de notre juge en chef. Nous sommes de retour à Riposte. Aujourd'hui, la motion est qu'il soit résolu d'interdire aux partis politiques de briser leurs promesses électorales. Nous venons d'entendre le discours d'introduction du premier ministre ainsi que le discours d'introduction du membre de l'opposition. Maintenant, nous passons au segment où nous allons faire la première analyse avec notre juge. Donc, Kadi, qu'avez-vous pensé jusqu'à maintenant du débat? Bonjour. Alors, bravo d'abord aux deux premiers orateurs, oratrices. Ce n'est pas facile que de s'exercer au débat, mais je pense que vous avez bien relevé le défi, d'autant plus que vous nous avez fait des belles introductions d'une part et d'autre. Je vais d'abord commencer avec l'intervention du premier ministre. Donc, on a balisé qu'on était au Canada, c'est très bien. Je pense qu'on a répondu, on savait de ce qu'on parlait et où on se trouvait. Je vais m'attaquer maintenant aux arguments. On a énoncé 3 arguments qui m'ont semblé forts. D'abord, mirage de la démocratie, c'est un bon argument. Je pense qu'il aurait été, par contre, il aurait pu être étoffé davantage. Vous auriez pu tirer davantage profit de cet argument-là. D'autant plus qu'il semblerait que votre ligne directrice est en train de dire que les gens qui se présentent en élection, qui veulent briguer des partis, sont de mauvaise foi en vérité. Et je pense que vous auriez dû le marteler davantage, parce que c'est ce qui sous-tendait votre discours, quand vous parliez notamment du fait qu'on prête notre confiance à des personnes qui ne vont pas respecter nos promesses parce que ça ne leur tente pas. En vérité, c'est de dire qu'ils n'ont pas la volonté de bien nous représenter, de servir l'intérêt de la population. Ensuite, vous avez parlé de pouvoir, de la responsabilisation des élus. Encore là, je pense que c'est un argument fort, surtout de souligner l'imputabilité qu'on veut donner aux élus par rapport à ça. Et finalement, mise en œuvre brouillon, je pense que vous l'avez bien expliqué, qu'on aurait pu peut-être y aller avec un exemple plus percutant pour montrer votre propos. Cela dit, il n'a pas été réfuté de l'autre côté. Alors, l'argument, en quelque sorte, tient toujours. Je vais maintenant passer à l'intervention de la membre de l'opposition. Vous avez bien fait, je pense que ça vous a pris un certain moment pour revenir à la mise en contexte initiale et donner votre ligne directrice. Ça vous a pris 1 minute pour tâter le terrain, tout ça. Je pense que vous êtes bien acclimaté toutefois. J'ai beaucoup aimé le fait que vous vous adressiez directement au jury, au public. Je pense que c'est fort et ça a montré justement où est-ce que vous alliez. C'est de dire que revenir sur ces promesses, c'est pas nécessairement être de mauvaise foi, c'est juste que parfois les données changent. Excusez-moi, je perds mon micro. Donc, vous avez très bien fait de dire ça. Donc, premier argument, subjectivité des lois.
je vous avouerai que je me serais attendue à ce que vous développiez davantage cet argument-là. Donc, il y aurait peut-être lieu pour la deuxième oratrice du côté de l'opposition de revenir là-dessus. Question qu'on saisisse complètement qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce que vous vouliez dire par ce propos-là. Votre deuxième argument par rapport au changement, je pense que c'était l'argument le plus fort que vous avez amené, c'est-à-dire que de dire comment des données X, Y, Z viennent changer la donne et faire en sorte, vous l'avez évoqué, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus peut-être dans le futur, combien, si un mandat dure par exemple 4 ans, eh bien c'est certain que des promesses tenues au début du mandat ne seront peut-être pas appliquées parce que justement ça demande un certain temps de mise en œuvre et qu'il y a des données, des contextes, un contexte changeant. Donc ça, j'aimerais ça réentendre ça du côté certainement de l'opposition. Ensuite, on a parlé du fait que les citoyens aussi changent. Je pense que c'est bien de dire ça. Je pense que vous pouvez continuer sur cette lignée-là. J'espère réentendre cet argument-là parce que, tant qu'à moi, je l'ai perçu comme un sous-argument du changement, mais de dire que ce n'est pas juste le dirigeant qui change d'avis, qui se situe différemment, mais aussi l'électorat pense à se remettre en question, et je pense que c'est une bonne chose que vous avez mentionné. Sinon, les réfutations étaient assez brèves. Je pense que vous avez bien fait votre travail. C'est certain que j'aimerais entendre une réfutation pour le dernier argument avancé par le gouvernement, mais somme toute, je suis très satisfaite du débat jusqu'à maintenant et j'espère en voir davantage dans les prochaines minutes. Merci beaucoup, Kadi, pour cette analyse, d'avoir décortiqué les 2 premiers discours. Donc, sans plus tarder, nous allons retourner au premier ministre qui se transformera maintenant en membre du gouvernement pour son 2e discours. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. OK. Donc, rebonjour. D'abord, permettez-moi de recentrer le débat parce que j'ai l'impression que l'opposition tente de s'écarter de la motion initiale. Parce que n'oublions pas que la motion dit de briser des promesses électorales durant des campagnes électorales. La balise était justement durant des campagnes électorales. Ce qui fait en sorte que quand on nous parle d'élus, on nous parle de gens qui ont déjà traversé la campagne électorale et qui donc ne font plus de promesses sur le terrain de la campagne électorale. Donc, je vais d'abord commencer avec, je vais poursuivre avec les 2 arguments du gouvernement, soit les élections ou concours de popularité, puis confiance en nos institutions. Donc, je vais d'abord commencer par l'argument sur les élections ou concours de popularité. Donc, on le sait maintenant, quand on parle de politiciens, on pense à des gens qui veulent gagner à tout prix. C'est le stéréotype qu'on a. C'est des gens qui veulent gagner, qui sont prêts à dire n'importe quoi pour gagner, quitte à faire des promesses que tout le monde aura une augmentation de salaire de 150 c'est exagéré, on s'entend, mais vous comprenez le principe. Soit que on veut gagner à tout prix et on veut donc plaire à l'électorat. On veut gagner des points, soit dans notre circonscription ou dans notre district, soit pour le parti en général. Toutefois, le problème, c'est que si on promet, on fait des promesses vides de fond et qu'on ne fait que des promesses de substance, cela enlève le fait que le phénomène même des élections, qui est de se faire élire en présentant une vision qu'on a pour le pays, pour la province ou pour la ville, ça fait en sorte que ces promesses-là sont vides de tout fond et donc ne présentent qu'un synonyme de surface. Dans le sens que si on a un politicien qui ne fait que prendre des selfies, et pendant toute la campagne électorale, tout ce qu'il fait, c'est prendre des selfies, des vidéos cute avec des chiens et il tient des bébés dans les bras. On s'entend que c'est le fun à voir, mais concrètement, quelle promesse est-ce qu'il y a de fond? Quelle promesse il y a à part le fait qu'il va tenir des bébés quand il va être premier ministre? Honnêtement, il n'y en a pas. Et c'est ça le problème, justement. C'est que si, dans la campagne, on ne présente qu'une image et qu'on vend son image en laissant de côté les promesses, on perd la nuance même de ce qu'est le système démocratique dans lequel nous sommes. Finalement, le dernier argument, soit la confiance en nos institutions. On le sait tous, nos institutions démocratiques sont en fait la charpente de notre architecture constitutionnelle. Donc, on a besoin du Parlement, on a besoin du Sénat. C'est débattable ça aussi, mais ça, on en fera dans une autre émission. Et ça fait en sorte que si l'on ne respecte pas ces institutions, et si, plus important, on ne sent pas que ces institutions nous respectent, nous, ils perdent de la valeur et ils perdent aussi de leur transparence. Une transparence que les systèmes politiques au Canada essaient de démontrer. Donc, on veut démontrer que le Parlement, que le système politique est accessible aux gens, que les gens peuvent s'identifier au système et que donc le système travaille pour eux, avec eux. Toutefois, si on fait des promesses électorales et qu'on les casse à chaque reprise,
les gens perdent ce principe qu'ils font partie de la politique. Les acteurs politiques ne vont devenir que des figures qu'on voit à la télé faire des discours ou des parodies quand ils vont regarder le bye-bye, disons, à la fin de l'année. Ça fait en sorte à la fin que si on continue de briser des promesses, on brise en même temps la confiance en nos institutions. Maintenant, je vais prendre le temps qui me reste pour réfuter et ensuite reconstruire mes arguments. Donc, pour d'abord réfuter le premier argument de ma collègue de l'opposition, qui parle de faire des promesses et pas des lois, si je ne me trompe pas. Eh bien, oui, c'est vrai que... et en fait, je vais la citer là-dessus. Les politiciens ont le pays entre leurs mains. Elle l'a dit au début, et c'est justement pour ça qu'il faut les responsabiliser. C'est pour ça qu'il faut les tenir responsables de ce que les politiciens sont capables de faire, et parce qu'ils ont le pouvoir, ils sont sur le siège, et ils sont là pour le faire. S'ils brisent toutes leurs promesses électorales, on s'entend qu'on va perdre le principe de la responsabilisation et qu'ensuite, on perd le caractère primaire de la démocratie, qui est que le politicien représente le pouvoir du peuple. Finalement, pour les deux derniers arguments, où un argument et un gros sous-argument, soit que la vie courante change et que les gens changent, à la fois l'électorat et les politiciens. Bien oui, c'est vrai que les choses changent. Ça, on ne va pas se le cacher. On peut me comparer, moi, l'an dernier, je pense que j'ai beaucoup changé. Sauf que, c'est mon école pour en juger, sauf que ce que l'opposition tente de faire avec cet argument, c'est de présenter comme quoi il n'y a qu'un seul moment où on peut faire des promesses et qu'il n'y a qu'un seul type de promesse qui peut être fait. On s'entend que dans notre démocratie, en tant que gouvernement et en tant que Parlement, en fait, lorsqu'on fait des promesses, on ne s'engage pas seulement à faire ce qu'on avait promis de faire durant la campagne électorale. On peut se rajouter des trucs à notre agenda. C'est comme ça qu'on fait évoluer les choses. On ne va pas rester 5 ans avec des promesses de 2015. On s'entend là-dessus. Les choses changent. Et on ne va pas juste se contenter du minimum. Au contraire, il faut viser plus haut. Maintenant, je vais reconstruire rapidement les arguments que l'opposition a tenté de diminuer. Donc, ils ont parlé rapidement que le mirage de la démocratie, on ne viciait pas le vote et que c'était vulgaire de représenter les élections comme si c'était un examen de philosophie. Bien, moi, j'ai beaucoup de respect pour les professeurs et les examens de philosophie. Et c'est un peu hypocrite, je pense, de la part de l'opposition de dire que c'est vulgaire, que c'est une vulgarisation simple du problème, quand en fait, eux-mêmes ont fait une vulgarisation simple au début en disant qu'on ne peut tout simplement pas responsabiliser les politiciens parce qu'ils sont en haut et ils ont le pays entre les mains. Ils sont plus hauts. C'est ça qu'ils ont essayé de dire au début. Maintenant, je n'ai pas de temps pour réfuter le reste, mais je ferai ça à la fin. Merci. Merci beaucoup, monsieur le membre du gouvernement. J'inviterai maintenant donc la chef de l'opposition pour un discours de 9 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prête. Donc, merci beaucoup. Je tiens à remercier les juges, tous ceux qui sont en train de m'écouter en ce moment, à vous, Monsieur le Président, aux membres du gouvernement et à ma chère partenaire de l'opposition. Donc, je vais commencer par amener 2 nouveaux arguments. Le premier étant que ça va nuire au débat si jamais on décide de faire passer la loi. Je m'explique. La loi est d'interdire aux membres, dans le fond, à la personne qui va être la première ministre, de... Je suis désolée. Donc, si le gouvernement est élu et qu'on décide de faire passer la loi, ça veut dire que toutes les promesses que le gouvernement aura faites devront être respectées. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen pour le gouvernement, à partir du moment qu'il a fait une promesse, durant une campagne électorale, que la promesse soit réfléchie ou pas, il n'y a aucun moyen pour le gouvernement de changer d'avis. Même si les membres de l'opposition dans le Parlement s'y opposent, il n'y a aucun moyen de changer d'avis. C'est passé, c'est ça la loi. Donc, si, légalement parlant, la loi, elle doit passer d'une façon ou d'une autre, même si, économiquement parlant, socialement parlant, c'est pas possible, la loi devra quand même passer. Donc, il y a un certain problème à ce niveau-là. Mon deuxième argument serait que si jamais le gouvernement est élu d'une façon minoritaire, alors ça veut dire que la loi ne va pas nécessairement passer. Par exemple, si on propose une loi, qu'on dit que... En fait, ça revient à mon premier argument que j'ai dit. Donc, ça va être obligatoire que la loi passe. Mais si le gouvernement est minoritaire et que
il y a beaucoup plus de gens qui s'opposent à la loi qu'il y a des gens qui acceptent la loi, comment on va s'arranger à ce moment-là? Démocratiquement parlant, en fait, c'est antidémocratique, ça ne marche plus avec la définition de la démocratie, parce que beaucoup de gens sont contre, peu de gens sont pour, mais on a fait une promesse, donc on doit la respecter. Après, je tiens juste à dire mon dernier argument, qui serait le marketing politique. La campagne électorale, elle est faite pour... C'est une publicité, c'est pas vraiment fait pour croire chaque mot que la personne qui se présente va dire. C'est vraiment beaucoup d'argent qui est mis dans une campagne politique, c'est beaucoup de temps qui est mis dans une campagne politique, et c'est juste une façon pour que la personne elle-même se vende. Donc, la personne vend ses valeurs, elle vend ses traditions, elle vend sa culture, elle vend sa façon de penser, et c'est à partir de là que les gens votent. Donc, c'est mon ton qui va vous faire accepter qui je suis. C'est la façon que je me présente devant vous. C'est qui je suis comme personne et comment je vous fais sentir que, voilà, vous pouvez me faire confiance. Donc, c'est tout simplement de gagner la confiance du public. À partir du moment où vous avez la confiance du public, c'est très facile de se faire élire. Donc, c'est juste ça, une campagne électorale. C'est, voilà, du marketing. C'est tout ça. Ça revient à du business. C'est rien de plus que ça. Maintenant, je tiens juste à refuter les deux arguments du membre du gouvernement. Donc, le premier argument était les élections au concours de la popularité. Donc, ça revient à l'argument que je viens tout juste de dire, du fait que, oui, c'est de la popularité et on ne peut rien y faire parce que c'est la personne qui se vend. Et c'est ça le concept d'une campagne électorale. Donc, oui, je suis d'accord avec le fait que c'est un concours de popularité, mais c'est ça la définition d'une campagne électorale. Donc, si on prend la définition de marketing politique, c'est des ensembles des techniques qui ont pour objet la stratégie commerciale et notamment l'étude du marché. Donc, dans ce cas-là, ça serait simplement la stratégie politique et l'étude du marché. Donc, les politiciens ils vont tout simplement analyser leur marché, dire, OK, c'est de telle façon qu'ils fonctionnent, voici leurs idées, donc je vais mettre à leur place. Et voici ce que je vais leur revendre. Donc, c'est comme ça que je vais remporter les élections. À partir de ce moment-là, le public général ne va pas penser aux promesses que vous avez faites, mais plutôt à la personne que vous êtes. C'est de ça qu'ils vont se rappeler le plus. Le deuxième argument était le système politique est développé pour les gens, donc que les promesses doivent être acceptées, sinon les gens vont se sentir négligés. Donc, vous êtes en fait en train de dire que si je vous fais une promesse et que je n'arrive pas à la tenir, donc ça fait de moi, si j'étais première ministre, ou de tout mon gouvernement, des personnes qui sont des menteurs. Mais pourtant, j'ai fait une promesse que, après l'avoir évaluée, je vous dis que cette promesse-là, elle n'est pas bonne pour vous en tant que peuple. Moi, je l'ai évaluée pour vous et je pense à vous pour vous dire que elle n'est pas bonne pour vous. Donc, je pense à vous en tant que politicien. Donc, ça montre ici l'humanité de nos politiciens. Donc, maintenant, je vais juste reconstruire les arguments de ma collègue ici. Donc, elle a tout d'abord parlé de l'interprétation d'une loi. Donc, le gouvernement a dit qu'il ne faudrait pas accepter les erreurs, même si c'est même si c'est en raison de l'interprétation. Mais on est tous différents. Donc, moi, je peux dire une phrase, mais ma phrase ne va pas vouloir dire la même chose à tous. Ma phrase va changer d'une personne à l'autre. Donc, en fait, le concept d'erreur, dans ce cas-là, c'est de savoir, mais c'est une erreur, mais à partir de... Qui pense que c'est une erreur? Parce que moi, je peux penser que c'est une erreur, mais ma partenaire de l'opposition peut penser que ce n'est pas une erreur. Donc, c'est de voir de quel côté ça va et c'est qui détermine l'erreur. Ensuite, donc pour dire qu'on doit garder le concept de l'interprétation, comme la membre de l'opposition a dit, il faut garder le concept de l'interprétation d'une loi parce qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça que la société fonctionne. Il faut garder le concept de l'interprétation. Le deuxième argument était que les éléments changeants de la vie quotidienne. Donc, le gouvernement a expliqué qu'on ne devrait pas... Il comprend le fait que des éléments pouvaient changer, mais que ça ne devrait pas être une raison d'accepter les erreurs politiques de nos politiciens. Et je tiens juste à dire en fait que si le gouvernement lui-même il a changé et que
les citoyens eux-mêmes ils ont changé, ça veut dire qu'ils peuvent arriver à une certaine entente pour dire que, oui, nous deux, des deux côtés, on comprend que cette promesse-là n'est plus possible maintenant parce que, à cause des événements politiques, à cause des événements sociaux et économiques, c'est plus possible de faire passer la loi. Maintenant, je vais juste reconstruire je vais reconstruire ce que le Premier ministre a dit. Donc, il a tout d'abord parlé du mirage de la démocratie, donc que les gens ils font des promesses pour gagner des votes. Et il a donné l'exemple du professeur de philosophie, que si l'examen est dur, donc c'est pas juste pour les élèves. Donc, dans ce cas-là, comme ma partenaire l'a dit, en fait, c'est pas un examen de philosophie, c'est toute une société, c'est beaucoup de personnes, c'est la vie de beaucoup de personnes qui en dépend. Donc, de dire que si je fais une promesse et que je te dis que la promesse, elle n'est pas bonne pour toi, je l'ai analysé, la promesse, elle n'est pas bonne pour toi, donc pourquoi je vais la faire? Moi, je te dis que la promesse n'est pas bonne pour toi. Donc, si je reprends l'examen de philosophie, c'est je te fais passer un examen de philosophie, je te dis qu'il y aura ça dans l'examen, mais après, je me rends compte que même si tu passes ça, après, tu vas passer dans l'année d'après, mais tu n'as rien compris de l'année d'avant. Donc, c'est qui est dans les problèmes en ce moment? C'est toi. Ce n'est pas le professeur de philosophie, c'est toi. Et ensuite, le deuxième argument était de responsabiliser nos élus, et que les gens étaient en train de perdre confiance aux élus et que l'électorat était en train de se sentir exclu. Donc, ça revient à ce que j'ai dit que c'est pas parce que j'ai pas respecté ma promesse que tu ne peux plus me faire confiance. C'est tout simplement que j'ai pas respecté ma promesse parce que c'est pour ton bien. Merci beaucoup, Madame la chef de l'opposition. Je dois malheureusement vous interrompre. Votre 9 minutes est écoulée. Donc, sans plus tarder, j'inviterai maintenant Monsieur le Premier ministre pour son discours de conclusion d'une durée de 3 minutes. La parole est à vous lorsque vous êtes prêt. Donc, bienvenue à la fin de ce débat. C'est bientôt fini, je vous promets. Donc, c'est toujours le fun de se faire dire qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui ne l'est pas. Personnellement, ça me rappelle quand j'avais 5 ans, mais tu sais quoi, on en parlera une autre journée. Maintenant, je vais d'abord réfuter rapidement ce qui a été dit plus tôt. Donc, on nous a dit que, je vais commencer par le dernier parce que ça fait un lien avec ce que je vais dire après, que les élections sont en fait un marketing politique, qu'on veut se vendre en fait, on veut vendre le candidat. Et qu'on a comparé ça à une business, à des campagnes de publicité. Ben, oui, les campagnes de publicité, mais il n'y a pas aussi des controverses en ce moment sur les publicités mensongères? N'y a-t-il pas des publicités en ce moment qui visent un public en faisant des fausses promesses sur la qualité, la sécurité aussi des jeux, si on fera ça par exemple pour enfants? Donc, je remercie en fait l'opposition d'avoir fait cette comparaison parce que ça démontre la réalité de cette motion. La réalité que ce que l'on cherche à faire en interdisant de briser des promesses électorales, c'est justement s'assurer que ce que l'on présente à l'autre équipe, au public, c'est en fait la vérité et ce qu'on veut vraiment faire. Maintenant, ça fait un lien aussi avec ce que j'ai dit, la cristallisation que je vais faire en ce moment. Donc, ça peut être résumé en 3 thèmes assez simples, ce débat. Alors, oui, il y a eu plusieurs arguments, mais on va justement vulgariser un peu. On va réduire ça à 3. Donc, il y a eu le principe de la démocratie, du consentement et de la représentation adéquate du peuple. Et je vais justement revenir sur l'exemple de l'examen, parce que c'est un exemple qui revient souvent. Je pense que tous les deux, on l'a aimé. L'opposition a souvent dit que, elle vient de le dire en fait, qu'on ne peut pas comparer parce qu'on ne peut pas comparer des promesses à un examen qui est difficile. OK, oui, c'est vrai. Sauf que ce n'était pas ça l'exemple. L'exemple, c'était que le consentement des étudiants a été vicié par des fausses promesses du professeur. C'est pas ça, c'est ça l'enjeu. C'est pas que l'examen est dur. Ça, c'est comme si je dirais la promesse est difficile, donc je la fais pas. Bien justement, c'est la politique. Il faut faire des trucs difficiles pour faire changer les choses. Et se contenter du minimum n'arrêtera pas l'enjeu. Donc, du point de vue démocratique,
d'interdire de briser des promesses électorales, ça assure le maintien de nos institutions et du respect qu'on a vis-à-vis l'un et l'autre. Maintenant, pour ce qui est du consentement, justement, si on fait des fausses promesses, on vote pour un candidat qui est ensuite élu, mais ensuite il fait tout l'inverse. Notre consentement à voter pour lui a donc été vicié par ces fausses promesses. Et troisièmement, c'était la représentation adéquate du peuple. En appliquant ces promesses, on fait vraiment ce que le peuple veut. Merci, Monsieur le Premier ministre. Votre temps est déjà écoulé. Donc, c'était tout pour ce débat. Et je rappelle la motion qu'il soit résolu d'interdire aux partis politiques de briser leurs promesses électorales. Nous allons prendre une courte pause et au retour de la pause, nous allons avoir notre analyse de notre juge invité. Nous sommes de retour à riposte avec la motion suivante, qu'il soit résolu d'interdire aux partis politiques de briser leurs promesses électorales. Donc, nous venons d'entendre le débat sur ce sujet et maintenant, c'est le moment d'aller voir notre juge invité pour nous aider à décortiquer le débat que nous venons d'entendre. Comme je vous ai présenté au préalable, nous avons la chance d'avoir avec nous M. Benjamin Vachet, qui est journaliste parlementaire pour ONFR du groupe média TFO. Bonjour, Benjamin. Bonjour Simon Nicolas. Donc, qu'avez-vous pensé de ce débat, vos premières impressions? Mes premières impressions, c'est que j'ai bien aimé la manière dont les deux équipes se sont comportées. Il y a eu des bons échanges. Je pense que la base des opinions était là. On va dire qu'il y avait les arguments auxquels on s'attendait. D'un côté comme de l'autre, je pense que vous avez vraiment respecté et essayé de trouver à chaque fois les arguments qui étaient les plus valides pour appuyer la proposition du gouvernement ou pour la décrédibiliser. Donc ça, c'est pour les bons points. J'ai bien aimé effectivement l'intervention du gouvernement, bonne mise en contexte, on a bien expliqué le principe, l'argumentation en 3 parties, c'était intéressant. Je dirais juste que dans cette partie justement et dans la première partie de votre argumentation, la partie 3, quand vous parlez justement ça va faire gaspiller de l'argent, là j'aurais bien aimé en savoir plus. Cette partie-là, elle n'est pas très très claire. Donc peut-être, et c'est ce que moi j'aurais aimé entendre, c'est peut-être, et ma collègue l'a dit, peut-être 2 points et plus les développer. Ça manquait d'exemples également. Vous insistez beaucoup sur la responsabilité des élus. Vous insistez beaucoup justement sur le fait que ça va donner confiance aux gens également et qu'on va relancer la participation à la démocratie. C'est vrai que ça, c'est toujours un enjeu. La question qu'on ne s'est pas posée justement là-dedans, c'est à quel point justement les élus ne sont pas les... On le sait, la démocratie, un élu, c'est un représentant du peuple. Et comme vous l'a rétorqué l'opposition, un représentant du peuple, forcément, il ressemble au peuple. De la même manière, vous avez parlé de donner confiance aux institutions, mais finalement, les institutions, est-ce qu'elles ne sont pas à l'image des gens et à l'image de la société? Donc c'est là, effectivement, que le contre-argument qui vous a été apporté, je n'ai pas trouvé que vous l'ayez bien défendu quand on vous a dit, mais finalement, est-ce qu'on peut exiger aux élus de faire ce que nous-mêmes, on ne fait pas? Là, j'aurais bien aimé justement que vous contre-attaquiez peut-être avec le fait justement que les enjeux ne sont pas les mêmes parce que, bien évidemment, on a une responsabilité en tant que gouvernement de pouvoir diriger la nation. Donc, par exemple, quelqu'un qui ne respecterait pas sa promesse d'arriver à l'heure, par exemple, le matin, l'impact est peut-être moindre, effectivement, que si on ne respecte pas certaines promesses. Donc, il y avait quand même, j'ai bien aimé la construction, mais je trouve j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir des exemples pour appuyer ce que vous disiez. Vous avez parlé également, le parallèle avec les examens, professeur de philosophie contre politicien, ça vous a été reproché par l'opposition. Pour autant, ce n'était pas nécessairement un mauvais exemple, mais justement, peut-être que vous auriez pu y rétorquer en expliquant ce que c'est un politicien, plutôt que de justement faire un comparatif entre les deux. C'est quoi qu'on attend exactement? C'est quoi un élu? Un élu, c'est, on l'a dit, représentant du peuple. Qu'est-ce qui fait la différence entre le professeur de philosophie et un politicien? Comment ça se fait justement que lui, ce ne soit pas la même chose et que on ait des attentes peut-être très élevées envers lui. Donc c'est peut-être là que j'aurais aimé vous entendre un petit peu plus ou peut-être plus l'attaquer, ce point que le parallèle n'était peut-être pas très très heureux. J'ai beaucoup aimé la partie, justement, quand vous avez commencé votre conclusion en disant « ça me rappelle… comme quand j'avais 5 ans », parce qu'effectivement, et puis j'y viendrai en parlant de l'opposition, il y a une question de responsabilité des élus,
mais la responsabilité aussi des gens qui votent, des électeurs. Et c'est peut-être ça que vous auriez dû dire. Et également, eh bien, écoutez, quand justement, alors vous parlez de ce projet de loi, j'aurais aimé savoir comment ça va fonctionner concrètement. Qu'est-ce qui se passe si on enfreint la loi ? Parce que c'est ça, en fait, la question. On pourrait faire une loi, mais vous savez, faire une loi, c'est encadrer un comportement. Est-ce que tous les comportements doivent être encadrés dans une loi, dans une démocratie ? Ça, c'est une question, effectivement, qu'il faut se poser. Et peut-être que vous auriez pu essayer de trouver des arguments pour montrer que oui, effectivement, il faut des lois pour forcer les promesses électorales. Je vais venir à l'opposition. Vous êtes bien débrouillés. La mise en route a été un peu difficile pour les deux, mais après j'ai trouvé que vous aviez effectivement trouvé les arguments, les contre-arguments qui étaient intéressants. J'ai bien aimé la référence à il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Ça, c'est bien toujours de s'appuyer sur le fait qu'on a derrière nous des gens. Et je dirais la même chose quand vous avez dit justement que vous étiez le gouvernement, donc que les gens avaient a priori confiance en vous. Ce que j'aurais aimé comprendre par rapport aux promesses, justement, c'est que quelque chose dont vous auriez dû tenir compte, c'est qu'on peut considérer qu'il y a déjà un mécanisme pour forcer que les promesses soient respectées. On appelle ça les élections, c'est tous les 4 ans, en fonction des pays, ça dépend des endroits, ça dépend des mandats. Mais donc si les gens ne sont pas contents, si les promesses n'ont pas été respectées, vous pouvez voter et expulser le gouvernement qui n'a pas tenu ses promesses. Bien évidemment, très bons arguments, le changement d'opinion, changement de contexte, ça on l'a vu et l'histoire l'a prouvé, des gouvernements. Et justement, en regardant la question auquel vous étiez soumis, j'ai pensé à un exemple qui s'est passé en France, pays d'où je viens, en 81, où on avait voulu instaurer une politique de relance économique à une époque qui était très ultra-libérale avec Thatcher, avec Reagan, où finalement le gouvernement s'était engagé à augmenter les salaires, à augmenter les prix, et à augmenter pas les prix, au contraire c'est ce que ça a fait, mais plutôt les salaires, embaucher des fonctionnaires, relancer. Et 2 ans plus tard, s'est rendu compte que c'était un échec total pour la bonne et simple raison qu'il n'avait pas tenu compte du contexte économique. Ce que vous avez dit, c'est que la question du marketing, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais ça témoigne d'un certain cynisme déjà vis-à-vis de la politique. Vous partez d'entrée de jeu dans l'idée qu'il n'y a rien à faire. Alors c'est là aussi que j'aurais aimé vous trouver, c'est ok, très bien, il n'y a rien. C'est quoi les solutions alors et pourquoi vous êtes élu ? Si vous êtes élu, c'est que vous y croyez quand même, que vous avez fait des promesses et que vous allez les respecter, que vous n'êtes pas qu'un produit marketing. Et là justement, j'ai trouvé qu'il y avait comme une sorte de contradiction, c'est-à-dire vous dites bon, on n'est que du marketing, mais d'un autre côté vous êtes en train de parler. Donc si vous avez quand même des choses à amener, puis vous n'êtes pas que du marketing, vous avez argumenté. Donc j'aurais bien aimé justement que vous vous situiez aussi sur la question de la responsabilité qu'a utilisé le gouvernement. Vous vous dites, on sait que finalement ces promesses, elles sont faites que pour ceux qui les entendent. C'est vrai, c'est la phrase qu'on dit tout le temps. Mais il ne faut pas oublier justement que si c'est aux dirigeants, une fois qu'ils sont en place, de décider si c'est une bonne promesse qui mérite d'être mise en place ou non. Vous donnez beaucoup de pouvoir à ce représentant. Et finalement, on oublie complètement le principe de la démocratie qui est du peuple par le peuple. Finalement, c'est du peuple vers le dirigeant qui ensuite prend le pouvoir pendant 4 ans et puis il a un chèque en blanc. Ah ben non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors vous auriez pu trouver des solutions, il y en avait des bonnes. Vous auriez pu parler, comme en Suisse, des référendums d'initiative populaire. Donc là, ça peut être effectivement une bonne solution. Et c'est là aussi que j'aurais aimé que vous argumentiez avec non pas... c'est le statu quo, on ne peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la nature humaine, avec plutôt votre projet de loi ne fonctionne pas parce que c'est irréaliste de penser qu'on peut graver dans le marbre ce qu'on va faire pour les 4 prochaines années, mais d'un autre côté, voici des solutions qu'on pourrait amener. Donc c'est peut-être là justement que je trouve qu'il aurait fallu peut-être insister là-dessus, d'une part parce que même dans un débat, c'est toujours bien de ne pas toujours être contre, mais aussi de dire ce qui pourrait être fait de plus. J'ai beaucoup aimé la question du gouvernement minoritaire. Je vous avouerai qu'effectivement, même moi, celle-là, je n'y avais pas pensé et c'était un très très bon point. Mais vous auriez pu aussi insister là-dessus, en partant de cet exemple-là, sur le fait que beaucoup de lois sont décidées avec un projet de base et qu'elles sont améliorées par l'opposition. Ou que des fois, l'opposition va amener des points auxquels le gouvernement n'aurait pas pensé. Mais à contrario, quand on fait une promesse et qu'on dit le dirigeant s'est rendu compte après que ce n'était pas une bonne promesse, on peut vous dire, mais attendez, vous êtes préparés ? Vous avez 4 ans pour faire votre plateforme électorale ou plus. Et vous avez des groupes de pression, des groupes de réflexion. Comment ça se fait que vous l'avez lancée comme ça, puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'elle n'est pas bonne ? D'une certaine manière, là aussi, et c'est la responsabilité du gouvernement, de faire ses devoirs avant de faire une promesse. Donc peut-être que justement, au milieu de tout ça, ce qu'il faudrait se dire, c'est peut-être moins de promesses, mais des promesses mieux ficelées.
Voilà. Mais en tout cas, bravo aux deux équipes que j'ai trouvées quand même très bonnes. Puis comme je vous dis, vous avez sorti beaucoup d'arguments qui étaient des bons arguments d'un côté comme de l'autre. Merci beaucoup pour cette analyse et d'avoir bien décortiqué le débat et les arguments que nous avons entendus. Donc, nous allons prendre une dernière pause et au retour, les derniers commentaires de nos juges ainsi que le verdict. Nous sommes de retour à Riposte avec le moment fatidique, le moment du verdict et les derniers commentaires de nos juges. Donc, sans plus tarder, nous allons aller voir Mme Kadi Konaté. Alors, qu'avez-vous pensé du débat et votre verdict? Oui, alors je vais brièvement revenir sur les dernières interventions du gouvernement et de l'opposition. Donc, du côté du gouvernement, à la deuxième, on était allé avec une première intervention très forte. J'ai perçu une espèce de contradiction peut-être ou un manque de clarté par rapport à... Vous êtes revenu sur les balises que vous aviez déjà établies en précisant que, bon, vous ne teniez... l'opposition avait mal compris le débat parce que, justement, on ne parlait pas des promesses tenues dans un cadre régulier de fonction, mais bien seulement celles tenues lors d'élections. Alors, pour moi, c'était problématique parce que vous n'aviez pas évoqué, il me semble, ce point plus tôt dans votre intervention et celle de l'opposition était très juste. Par ailleurs, le gouvernement a manqué de reconstruire ses propres arguments alors qu'ils ont quand même été attaqués de l'autre côté. Et finalement, les arguments, bon, élection, concours de popularité, j'ai pas été convaincue par la vigueur, la vitalité de cet argument-là, c'est-à-dire qu'on m'a pas montré pourquoi opposer une image, la fabrication d'une image, met à mal la tenue de promesses. Au contraire, si j'ai une belle image et en plus je suis capable de tenir mes promesses, ben en réalité, je maquille le public, je maquille mon électorat. Donc, et du côté de l'opposition, on a tenu dans le deuxième discours des propos qui m'ont beaucoup plu. J'aurais aimé qu'on pique davantage peut-être sur cet argument de nuisance au débat, parce que qu'est-ce que le but peut-être du débat, ne serait-ce normal ou encore en milieu politique, c'est de faire émerger les meilleures idées, les meilleures solutions. Et donc, si on a coulé dans le béton cette motion, on empêche le choc d'idées, on empêche l'émergence de nouvelles solutions telles que l'a apporté mon collègue. Bon, on a fait de belles réfutations et on est venu surenchérir dans les réfutations sur les arguments qui avaient été avancés et on a pu attaquer les arguments avancés. Bref, je vais m'en tenir à ça, mais pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, je donne la victoire à l'opposition parce qu'il me semble qu'on a bien fait le travail de déconstruire les arguments avancés par le gouvernement et qu'on a mis un doute raisonnable quant à la possibilité d'appliquer cette motion, de la faire se réaliser. Merci beaucoup, Kadi, pour cette analyse et votre verdict. Maintenant, votre verdict à vous, M. Benjamin Vachey. Ben, c'est un choix qui est très difficile à faire parce que je trouve qu'il y a des bons arguments des deux côtés. Il y a des faiblesses, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les deux propositions, ou en tout cas dans les deux manières de défendre ou de s'opposer à la proposition, donc à la motion. Je dirais en termes de clarté et en termes de, on va dire vraiment de comment c'est sorti, j'aurais tendance à dire que le gouvernement s'est bien débrouillé. Ça a été très clair, ça a été assez éloquent. Il y a eu des bons arguments, il y a eu quelques petites piques ici et là, justement, faisant référence au fait qu'on était le gouvernement, donc que le peuple nous faisait confiance. Malgré tout, effectivement, il aurait été bon de recentrer le débat sur le fait justement qu'il y avait une question de responsabiliser la vie politique, ça vous l'avez fait, mais la question aussi de rétablir la confiance, expliquer aussi qu'on veut renforcer la démocratie et puis faire en sorte d'augmenter le taux de participation. Donc des bons arguments de ce côté-là, certaines faiblesses, et puis effectivement, comme je l'ai dit auparavant, peut-être que ça manquait d'exemples, ça manquait aussi de contre-attaques sur les arguments qui vous ont été rétorqués. Du côté de l'opposition, la principale faiblesse que j'y trouve, c'est que justement, comme l'a dit ma collègue, il y a une question d'applicabilité. Et je ne suis pas certain d'avoir perçu dans vos arguments justement que vous attaquiez ou que vous remettiez en cause cette applicabilité. Est-ce que ça va être applicable? Est-ce qu'on ne peut pas être contre la vertu, que les promesses soient respectées? Vous demandez, si on fait un sondage, pratiquement 100% des gens vont être d'accord. Mais après, comment ça s'applique? Et ça, je ne vous ai pas trop entendu là-dessus, ou en tout cas pas assez. Au niveau justement
les arguments que vous avez utilisés sur le gouvernement, c'est ce qui est bon pour le peuple, etc. Là encore, on est à l'inverse complètement de la démocratie, dans le sens où on déresponsabilise complètement les électeurs. Ce qui fait que c'est des arguments, selon moi, qui sont très très faciles à attaquer, que le gouvernement, et là, peut-être je lui reprocherai, n'a pas assez attaqué, parce que c'était vraiment des points qui étaient faibles. De la même manière, quand on dit les promesses peuvent changer, les opinions peuvent changer, etc., c'était des très bons arguments. Mais encore une fois, il aurait fallu vraiment que vous donniez des exemples pour montrer justement votre point et puis vraiment insister sur le fait que ce serait inapplicable, même si effectivement encore il y a eu de très bons points, et ça c'est bon pour vous sur le gouvernement minoritaire, ça j'y reviens parce que je l'ai beaucoup aimé. Malgré tout, de mon point de vue, par rapport à tout ça et par rapport au fait justement que vos arguments de base, je les ai trouvés un peu faibles et dans le sens où est très attaquable, je donnerai la victoire au gouvernement. Donc, merci pour votre verdict. Et nous avons eu le vote de la foule entre-temps et la foule a penché du côté de l'opposition. Alors, l'opposition emporte cette victoire. Maintenant, en conclusion, je tiens à remercier tous les débatteurs qui se sont prêtés à cet exercice. Ensuite, nous remercions la Société de débat français qui a formé ces jeunes débatteurs. Finalement, tous nos partenaires qui rendent cette émission possible, le service de communautaire de l'Université d'Ottawa, la télévision Rogers, ainsi que tous les techniciens, ainsi que l'ambassade de France et Air France. Je suis Simon Nicolas, je vous remercie d'avoir écouté cette émission et à un prochain débat.